Ok, et bien c'est parti. Donc bienvenue à ce deuxième déjeuner inspirant, organisé par le Connecteur et retransmis en direct. Donc je vous rappelle le format, c'est un format court de 30 minutes autour d'un sujet, d'un mot, d'un concept lié à l'open innovation. Et aujourd'hui on est sur le mot Lab Innovation et on accueille BrainCube. Donc je laisserai Laurent et Sébastien présenter l'entreprise. Leader mondial quand même de l'industrie 4.0, on peut dire ça comme ça. En tout cas bien pionnier. On peut le dire. Et donc on a deux intervenants aujourd'hui, Laurent Laporte, PDG et cofondateur de BrainCube, et puis Sébastien. Oui. Sébastien, j'ai... Ah, t'as pas mon nom, hein? Si, j'ai oublié. Sébastien Carrière. Sébastien Carrière, Voilà. comme Emmanuel Voilà. Carrière, et qui lui est manager du Lab Innovation. C'est ça. Voilà. Donc je vous rappelle un petit quart d'heure pour présenter le Lab Innovation. Après, on a 5 minutes sur un outil. D'accord. Et puis une conclusion. Et après, on passe aux questions-réponses. D'accord. Bon, en 2 mots, BrainCube, pour nous replacer, on est une plateforme IoT et dédiée à l'industrie automatisée. Et on fournit en fait de la technologie de machine learning et d'IA embarquée à travers des applications qui sont dédiées en fait à tous les utilisateurs de l'usine. En gros, on leur apporte vraiment des outils performants sans qu'ils aient besoin de devenir des spécialistes de la data science, de la statistique et des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on travaille pour 250 sociétés dans 35 pays, on est 150 collaborateurs. On a créé BrainCube fin 2007, donc c'est pour ça qu'on est très en avance sur le marché de l'industrie 4.0. Et traditionnellement, on a eu, au départ, on a construit une équipe de recherche et développement. D'abord, la recherche-développement, c'était ensemble, hein, puis après, on a eu la recherche qui vraiment fait de la recherche algorithmique, qui a travaillé sur la performance des bases de données, qui a travaillé sur l'algorithmique d'apprentissage, qui a travaillé sur l'IA, plein de choses comme ça, donc on travaille beaucoup là-dessus, des docteurs. Et on avait une équipe de développement que dirigeait Sébastien, qui produisait en fait nos solutions, que ce soit des solutions, des couches intermédiaires, du middleware ou des applications d'usage. L'équipe a grandi et on amenait tout le temps des opportunités qui étaient proches de ce qu'on faisait ou parfois un petit peu loin de par nos rencontres. Et un jour, en fait, on s'est posé, on s'est dit mais est-ce qu'on ne créerait pas, il y a 4 ans peut-être, Ouais, c'est ça. un laboratoire d'innovation. Et on s'est donné des règles de fonctionnement de ce laboratoire d'innovation. On va mettre des gens qui vont pas fabriquer des produits complets, qui vont fabriquer plutôt du prototype. Il n'y aura pas de recherche de business avec ça, mais si on gagne de l'argent, ça ne sera pas grave. Ça sera une conséquence positive. On veut apprendre et on veut s'intéresser à plein de choses et on ne veut pas être spécialement focalisé sur notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on est prêt à être ouvert à tout et n'importe quoi. Et ça nous a libérés, parce qu'on est arrivé très naturellement au départ, nous, avec la direction, avec quelques idées de projets qu'on voulait lancer, qui n'était pas si loin de ça de notre business. Puis après, on a trouvé des gens autour de nous qui nous ont apporté des projets, qui sont venus nous chercher. Sébastien racontera, des gens du coin, des gens de plus loin. Et ça nous a éloigné de notre business, mais on a appris beaucoup de choses et on a parfois généré des choses extraordinaires. Et puis Sébastien, il a toute l'attitude, avec son équipe, de démarrer des projets, sans nous demander, sans tenir compte, d'acheter un petit peu de matériel et de lancer des choses à droite et gauche. L'idée, c'est d'aller vite et de voir si on peut sortir quelque chose de concret ou d'apporter une expérience assez rapide. Donc c'est vraiment dans de l'innovation. Et on va puiser un peu partout. On peut aller chercher des ressources aussi au développement, à la recherche, dans tout ce qui est UX et tout ça. Voilà. Ça a été la création de ce laboratoire. Ça a été une super aventure puisqu'on a créé tout un nouveau portfolio d'applications qui sont liés en fait du travail direct de l'innovation et qui n'était pas du tout prévu. Donc ça a eu des conséquences très positives sur la stratégie. Et je vais laisser Sébastien vous faire voir un peu ce que c'est pour des gens qui, comme nous, travaillons dans des usines concrètement de Michelin, d'Aubert et Duval, de Constellium, pour parler que ceux qui sont proches de nous. Ce qu'on a fait, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le monde de la fabrication des produits et des process un peu complexes, quoi. Alors, tout et n'importe quoi, effectivement, c'était la mission du départ. Alors quand j'ai débarqué là, à ce Lab Innovation, je me suis dit, bon ben, ouais, tout et n'importe quoi, mais tu commences par quoi? Et c'est vrai que le développement, on est toujours avec les outils industriels, et là, je me retrouvais à pouvoir explorer un petit peu toutes les pistes possibles. Alors avec le temps, il y a plusieurs sources d'arrivée de projets qui ont émergé. Déjà, il y a les sources internes. Quant au Lab Innovation,
on prospecte, on est sur Google, on dit oh tiens ça serait sympa, tiens pourquoi pas aller gratter là, pourquoi pas aller chercher de ce côté-là. Ça c'est une des premières pistes. Parfois vous avez un Laurent qui vient vous voir et qui vous dit hey Seb, j'ai discuté avec ça là, ils aimeraient bien travailler là-dessus, tu peux prendre contact avec eux? Ouais, pourquoi pas. Voilà. J'en dis pas plus en général. Ouais, non mais effectivement, t'en dis pas plus et souvent je suis pas déçu. Et parfois c'est le client qui vient vous voir et vous dit bon écoutez moi je suis un industriel, et j'ai un souci, alors est-ce que vous pouvez pas m'aider? C'est pas forcément dans le giron de ce qu'on sait faire, hein. Ça parfois rien à voir. Ouais, d'ailleurs le premier gros projet là-dessus c'était Michelin. C'était Michelin, Ouais. Michelin Facto, donc Michelin, je pense que tout le monde connaît ici, décide de fabriquer une nouvelle usine. Bon, alors vous comprenez bien que fabriquer une usine, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis bon, d'un point de vue budgétaire, c'est un petit peu engageant. Vous allez essayer de ne pas vous tromper. Et en fait, c'est la R&D Michelin d'ailleurs qui est venue nous chercher parce qu'il leur manquait des ressources et de la compétence pour développer du soft rapidement. Donc nous, on a dit ben oui, pourquoi pas, on va venir travailler avec vous. C'est un projet assez spécial parce que, alors c'est du Michelin, donc si vous voulez, on avait toutes les infos et pas toutes les infos à la fois, il y avait toute une partie, c'était bleu, hein, normal. Et l'idée c'était quoi? C'était de fabriquer rapidement un outil qui permette de faire des simulations de où est-ce que je mets mon usine dans le monde et qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me coûte. Voilà, Donc on tient compte de toutes les contraintes. Hein. Ouais, en prenant les fiscales, sociales, transport, coûts locaux et ainsi de suite, absolument tout. Tout, jusqu'au droit de grève et compagnie. Exactement. Ouais, c'était des trucs. Donc avec énormément de paramètres. Mais quand vous placez une usine quelque part, Est-ce que le Mexique où la main-d'œuvre est moins chère, c'est mieux que le Canada? Ouais. Mais le Mexique est loin des centres de distribution et ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de paramètres et ils en rajoutaient tout le temps d'ailleurs. Voilà. Il y a l'élection de Trump qu'ils n'avaient pas vu venir. Là, par contre, oui, vous rigolez, mais ça faisait partie aussi des trucs. Et du coup, on s'est retrouvé aux US à aller à ce qu'ils appellent la Business Week. C'est-à-dire pendant une semaine, vous avez les pontes de chez Michelin qui se réunissent et qui établissent le plan de bataille au niveau de la production des pneus, où est-ce qu'ils vont être faits pendant l'année, où est-ce qu'ils vont être distribués, etc. Et nous, on est arrivé, on a construit avec ces gens-là, on a construit rapidement, en l'espace de 15 jours, un mois, un outil qui leur a permis de faire des simulations temps réel ou presque. C'est-à-dire, ils faisaient leur scénario, 10 secondes plus tard, ils avaient les chiffres, ça coûtait tant, ça rapportait tant. Alors, vous imaginez bien, quand vous avez tous les décideurs Michelin réunis dans une pièce et qu'ils ont un outil qui, en 5-10 secondes, leur dit là tu gagnes tant, là tu perds tant. Ah ben, les mecs ils sont ravis quoi. Et donc les écarts sur les implémentations, on parlait de milliards en fait sur des périodes de 3 ans, de milliards en plus ou en moins de gains sur des choix qui étaient faits traditionnellement sur des critères plus simples en fait. Hein, c'est quand même rationnel. Oui. Ça c'est un premier projet super intéressant. Nous on a hésité à le transformer en un produit. On a regardé si ça va marcher ou pas. Et en fait, Michelin nous a racheté les codes et les ont donnés à CGI pour que ce produit devienne standard chez eux et qu'ils fassent des simulations. On avait fait l'Amérique du Nord, mais on n'avait pas couvert tout le reste des autres pays, parce qu'on était sur Mexique, US, Canada. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était un projet qui était encore proche de notre domaine. Ouais, voilà. Parce qu'après, je suis venu te voir avec mes copains du rugby, quoi. C'est ça. Laurent qui arrive. J'ai mangé avec le président du club de rugby d'Issoire. Voilà. Ouais, ok, super. Voilà. Et alors, ils ont un problème, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à suivre les matchs. Ils voudraient un genre de YouTube, un truc un peu amélioré pour pouvoir faire du codage de match. Alors, pour vous expliquer, Issoire, petit club de rugby local, qui est quand même un bon niveau, enfin, dans les couches de promotion, de division. Juste en dessous des professionnels. Voilà, ils sont juste en dessous des professionnels. Et c'est des gens qui filment tous leurs matchs, qui sont dans une optique captation de données, analyse des matchs comme de vrais pros. Le truc, c'est que quand vous voulez un outil pro comme ça, derrière, le billet d'entrée, c'est 60 000 euros, 70 000 euros. Un petit club comme Issoire, vous pouvez pas se le permettre. Un budget de 600 à 700 000 euros Issoire. Ouais. Voilà. Laurent est venu me voir en me disant « Tu crois pas qu'on pourrait leur fabriquer une petite app avec un smartphone pour pouvoir coder le match en temps réel ?» Coder le match, ça veut dire vous avez le match et puis il y a un mec sur le téléphone qui dit ah là il y a une touche, la touche elle est pour Issoire, et à la fin à la fin du match vous avez vos stats, vous savez combien de points vous avez marqué, bon ça on y arrive encore à peu près, mais combien de touches, combien de mêlées vous avez perdu, etc. Et ça permet à l'entraîneur principal de pouvoir mieux piloter ses entraînements, mieux piloter sa stratégie. Alors, je t'avais demandé que ça soit utilisable pour toutes les tranches d'âge. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas que ça soit que pour l'équipe 1. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a des discussions avec la fédération
française, parce qu'en fait, ils seraient intéressés pour déployer, récupérer, déployer des choses comme ça. Donc ça nous a amené dans le monde de la vidéo qu'on n'avait jamais traité, qu'on n'avait jamais découpé. Exactement. Alors vidéo, donc on a découvert application iPhone, voilà, et exactement. tout ça, tous ces trucs-là, on ne faisait pas, quoi. Ouais. Et voilà, ça part d'une opportunité de repas et puis pourquoi pas. Et ça aboutit sur nous, on a mûri les technologies vidéo, la diffusion de vidéo, etc. Et puis un autre jour, c'est un autre coup de téléphone. Seb, on a pensé à toi parce que, et à l'innovation BrainCube, parce que là on est avec Jean-Louis Aubert sur ses hologrammes et il y a un souci, c'est parce qu'on voudrait faire un truc, c'est une première mondiale mais on n'y arrive pas. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Si tu veux, moi, vous voyez Jean-Louis Aubert, l'industrie Jean-Louis Aubert, chanteur de téléphone, qui a utilisé la technologie de Mélenchon pour en fait virtualiser des musiciens autour de lui en live. Le problème de la vidéo, c'est que c'est des cadres, 24 images par seconde, et donc quand vous faites des boucles musicales, vous ne comptez pas les images, vous faites un start and stop, et vous créez une boucle qui n'est pas calée avec les images. Ouais. Et en fait, pour que son spectacle marche et qu'il puisse déclencher des jumeaux holographiques de partout, il fallait mettre en place toute une technologie de maîtrise en fait de ça, de la boucle musicale. Ah ouais, de la captation de la On vidéo. est un peu plus loin de l'industrie que... Voilà. Exactement. Et puis alors il fallait apprivoiser des technologies des années 70 parce que Jean-Louis Aubert, c'est un gars qui a des boîtiers. Non mais c'est vrai. C'est un musicos, il a ses boîtiers des années 70. Pour rien au monde, il en changerait. Dès qu'il y en a un qui passe sur le bon coin, il l'achète. Tout ce qui existe sur eBay pour être sûr d'avoir du spare. Parce que quand vous arrivez là avec vos octets et puis vos fils et compagnie, et que vous dites c'est quoi ça? Voilà. Bon ben voilà. C'était une mission de 3 jours, je te rappelle. Hein. Oui, c'était une mission de 3 jours. Combien de temps? 3 semaines. Ouais. Voilà. Avec, tu as fait toutes les pré-répètes, tous les premiers concerts et tout ça, ce qui n'a rien à voir avec. Et on a vendu en fait la technologie après à Lagardère. Quand ils sont passés, alors ça s'est pas fait, mais ça va le faire l'an prochain. Quand ils vont faire des spectacles dans les Zéniths, et ils nous rachètent de la presta parce qu'ils veulent modifier le truc à la taille du Zénith. Alors nous, c'est la première fois qu'on utilisait du monde Apple là-dessus. Ouais, et puis des grosses cartes vidéo, enfin matos, faut le dire, de folie. Hein. Vous êtes dans le monde du spectacle. Ça, c'est des projets emblématiques qu'on a fait avec à la fois, bon, sur cela, il y a eu soit du partenariat, soit du revenu. Il y en a un autre qui est très emblématique, c'est il y a eu un besoin de Siemens, qui est un de nos gros partenaires. Oui, exact. Et en fait, il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose de particulier des données qu'on collectait dans une plateforme où on n'avait pas d'application, quoi. Donc on était voir Sébastien, on a dit est-ce que tu peux nous cracher un truc en 2 jours? Il faut qu'on fasse voir des trucs à Siemens. Ouais, c'est souvent ça le deal chez eux. C'est-à-dire ils viennent voir, ils me font en grosso modo, tu as 48 heures pour faire un truc. Voilà, 48 heures, ça fait 2 jours pour lui. Hein. Je précise. C'est pas une semaine et quelques. Non, c'est ça. C'est comme ça qu'on compte. Et en fait, de cette première application, on a sorti tout un portfolio d'applications super intéressantes et on a créé la Edge Factory Box. Donc, c'est ça. Ces applications ont été reprises par le développement derrière pour les solidifier, mais elles sont distribuées par Siemens dans leur catalogue officiel sous une marque qu'on a créée qui s'appelle Siemens BrainCube. Aller faire créer une marque à des Allemands, c'est un truc sympa aussi. Ça, c'était innovant. Ouais. Alors moi, je m'occupais de la partie technique, tout ce qui est innovation. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si on n'a plus beaucoup de temps, pourquoi on fait ce labo? On a développé du business. On a appris plein de choses. Et la Edge Factory Box, on parle de millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. On a accès à plein de techno, tu touches à du GPS, de la vidéo. Là je suis sur des TPU de chez Google qui sont même pas vendus en France, il faut que je les fasse venir par les US. On les fait importer par nos équipes US qui les achètent, qui nous envoient, pour faire plaisir à nos clients et pour appréhender le machine learning de tout ce qui est visualisation et ainsi de suite, dans des petits systèmes que Google vend pour qu'on puisse les mettre sur les lignes de production, et ça va finir par revenir chez nous, quoi. Ah ben oui. Voilà, donc voilà un petit peu... Donc le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il y a 4 ans, on avait peut-être 1 ou 2 projets en tête et on ne savait pas si on allait nourrir notre labo innovation. Première chose, on disait tiens, on a 1 ou 2 projets, puis on verra plus tard. Au pire, on trouvera notre mission à Sébastien, on verra bien. Bon, en définitive, il a embauché du monde parce qu'en fait, il se retrouve à en avoir plus que prévu. On vous a décrit quelques projets, mais on en a fait peut-être une quinzaine, une vingtaine, et ça part dans tous les sens. Des semelles connectées pour courir, des motos, machin truc avec des capteurs, motos, etc. Voilà, on fait du hardware. On part du physique et puis on va jusqu'à toute l'électronique. On s'interdit rien, quoi. Et chaque année, on a quelques-uns de ces projets-là qui se rapprochent de notre monde quoi qu'il arrive et qui sont une combinaison un peu IoT, un peu je sais pas quoi, et qui finissent par déboucher par une nouvelle application vraiment qu'on va vendre nous BrainCube. Donc on se pose aucune question, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, on se pose aucune question, on sait que ça va arriver, que ça va émerger. Voilà, l'histoire des nouvelles caméras là, pour notre client américain GF. Alors en plus, on vient de gagner
tout l'appel d'offres qu'il a fait pour devenir leur plateforme, on travaille un peu avec eux, mais on pense que ça a compté aussi le fait qu'on leur fasse voir qu'on était super ouvert à ces technos de chez Google, qu'on soit bougé rapidement. Voilà. Donc pour nous, c'est une expérience qui a démarré un petit peu comme ça, en discutant, en se disant faut pas qu'on pollue notre développement qui est très organisé, en lui donnant des projets side et qui sont super intéressants pour les gens, donc ils viennent mettre le gros bazar dans le fonctionnement. On a créé ça, et puis parfois il y a des gens qui participent à ces projets s'ils sont motivés. Et le résultat, il est phénoménal, parce qu'on a appris énormément de choses, on a donné beaucoup de choses au développement, donc ça s'est transformé en business pour nous. On s'est fait un écosystème de gens qui nous connaissent entre Paris, entre le monde du rugby. On est invités tous les deux, par Serge Blanco pour aller installer ce que tu as fait à Issoire. On va aller le mettre à Biarritz. Ouais, c'est des choses comme ça qu'on n'a pas le temps de faire, bien sûr, mais c'est pas grave, on est invités, donc il faudra qu'on ait ça. Voilà le résultat qu'on a sur ce labo innovation. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça permet d'avoir un espace complètement libre, surtout si on ne lui met pas de contraintes. Pas de contraintes de fonctionnement, pas de contraintes de business. On a toujours tendance à revenir à la rentabilité. Et en fait, la rentabilité directe est exceptionnelle et indirecte, donc inattendue, et indirecte est réellement là, parce qu'on a distribué plein de nouvelles technologies dans la boîte grâce à ça. Voilà. Super. Bon, on vous écouterait plus longtemps. Le format veut qu'on passe au sujet suivant, et puis on a plein de questions, j'imagine, aussi à vous poser. Donc le sujet suivant, c'était un outil qui est mis en place dans l'entreprise, un outil, une méthodologie que vous présentez en lien peut-être avec ce projet. Oui, on a un laboratoire d'innovation, on essaye d'être innovant aussi dans notre management des équipes, par exemple. On a un système de management chez BrainCube qui est fait pour collaborer bien ensemble, qui s'appelle le BIR, comme la bière, mais avec 3 E. Donc les gens s'en rappellent bien, c'est une mnémotechnique. Et en fait, c'est basé sur 5 valeurs fondamentales du manager, qui sont la bienveillance, l'empathie, on va retrouver l'exigence, l'exemplarité et le respect. Donc ce sont des choses qu'on n'a pas choisies, qui sont vraiment les choses qui sont issues des psychologues des années 60-70, de la mouvance californienne et ainsi de suite. Et de ça, on en a créé des outils, et l'outil qu'on utilise beaucoup pour évaluer où on en est, parce qu'on a une académie de formation chez nous, où les gens peuvent s'inscrire à des masterclass, à des choses comme ça qu'on fait avec des partenaires locaux sur Clermont-Ferrand. On a un outil qui s'appelle le ROT, qui est tout simple. C'est pour évaluer où on est quelqu'un, on va regarder 3 domaines, et on va fouiller dans 3 domaines, en regardant à travers les valeurs où on en est. R, c'est sa capacité relationnelle au sein de son équipe, dans son écosystème, ainsi de suite. O, c'est sa capacité organisationnelle, comment la personne gagne du temps, comment il gère son stress par rapport à ça, quelle est son interaction aussi avec les autres membres de l'équipe. Et puis le T, c'est son niveau technique. Et ça nous donne 3 axes très très clairs pour identifier ce qu'on doit faire ensemble. Est-ce que tu as des problèmes de relation, par exemple, tu n'es pas très à l'aise avec ton équipe? Est-ce que c'est pas du soft skill? Est-ce que c'est pas du développement là-dessus? Est-ce que c'est pas comprendre les profils psychologiques? Sur l'organisation, de la gestion du temps, de la gestion du stress, des nouveaux outils, une réorganisation complète. Et puis sur la partie technique, c'est plus classique, mais on va pouvoir identifier des points de progrès ou ouvrir à des nouvelles technologies, former des gens à des nouveaux langages de programmation, des nouvelles techniques, ainsi de suite. Et c'est un outil hyper efficace qu'on utilise systématiquement dans tous nos entretiens, nos évaluations, nos choses comme ça, ou même à chaque fois que quelqu'un nous amène un sujet, on essaie de le classifier sur ce truc-là. Donc quand on parle de R, on parle de O, on parle de T, parce que ça va nous aider en fait à ne pas se tromper sur la démarche qu'on va mettre en face. Voilà, c'est simple mais ça marche bien. Ça marche bien. Et bien en fait, tu disais aussi c'est toute la culture de l'entreprise. Quand on avait échangé, tu disais Sébastien, c'est un pur produit de cette culture d'entreprise, parce qu'il y a aussi Non, en fait, oui. Le BIR, ça a été la concrétisation de ce qu'on a. Quand on a créé la société A3, Sébastien, c'est la première personne qu'on a embauchée. Il y a toute une histoire, on ne va pas vous la raconter, mais il était au Canada, ainsi de suite. C'est bon. Ok, on rencontre Sébastien, et puis au départ, c'est une famille, vous savez, on est 4, 5, 6, 8, 10. Et on a été, la direction a été manager en fait des équipes jusqu'à à peu près 30-40 personnes, jusqu'à ce que nous, on ait vraiment du mal à assumer ça correctement et que ça commence à créer des petites problématiques. Jusque-là, ça se passait très bien, mais on était en train de grossir. Donc le MIR, ça a été une réflexion, aussi avec des cabinets extérieurs, pour se dire il faut qu'on mette en place quelque chose de super solide. On ne veut pas faire une très grande hiérarchie, donc on a 3 niveaux, direction, manager et member, et on va mettre en place quelque chose sur lequel tout le monde va pouvoir évaluer tout ce qui est fait. Et donc ce BIR, c'est vraiment le guide de notre fonctionnement en interne. Si on a un comportement qui n'est pas respectueux, si ce qu'on fait n'est pas exemplaire, en fait, on sait que ça fait partie des choses où on doit tous être vigilants, et les gens n'hésitent pas en fait, à utiliser ça dans tous les sens. Et ça devient culturel chez nous.
Donc ça nous a permis de factualiser la culture qu'on voulait mettre en place. Et après, on a donné des outils, donc comme le ROT, il y en a d'autres, comme des outils de... on pense qu'en fait, le rôle d'un manager, c'est d'amener la personne à l'autonomie dans son job. Alors, on dit ça, super, mais on dit, c'est quoi l'autonomie? Pour nous, c'est deux choses simples. C'est savoir faire et être très motivé pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire mettre des coups de pied aux fesses, évidemment, et ça ne veut pas dire tout le temps derrière les gens, tiens, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, l'autonomie, c'est vraiment ça. Et après, quand les gens sont là, bah, ça se passe super bien. Et quand ils ne sont pas là, ils sont dans les autres cadrans, c'est-à-dire soit plus motivés, soit pas encore assez compétents, ainsi de suite. Donc, il y en a souvent qui arrivent, ceux qu'on embauche, sont très motivés, mais pas encore au niveau. Donc, on a des programmes complètement différents de travail avec eux dans le BIR, qu'ils soient dans le cadran pas motivé, pas compétent. Là, c'est vraiment problématique. Très compétent, mais plus très motivé. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des façons de faire pour leur retrouver plein de motivation. Et puis évidemment, quand ils arrivent, ils ont plein de choses à apprendre, mais qu'il va falloir les faire monter le plus rapidement dans ces cases-là. Donc c'est tous ces guides-là en fait que le BIR a bien structuré. On a fait des formations très poussées auprès des managers, mais aussi des gens pour qu'ils comprennent ce que les managers allaient faire avec eux. Et on l'a fait, comme on a la chance d'avoir des gens aux États-Unis, au Brésil, on l'a fait en mixant tout le monde, pour pouvoir après retravailler dans chaque endroit sur la spécificité culturelle locale. Super. Voilà. Et donc en conclusion? En conclusion, il y a certainement plein de façons de faire de l'innovation, mais je pense que créer un espace de liberté, quelle que soit son organisation, dans toute organisation, c'est très important. Encore une fois, sans règles, je pense qu'il faut avoir le minimum de règles, parce que c'est ce qui permet d'oser, tenter, de se dire est-ce qu'on va faire ça ou pas, les couettes connectées, le machin truc, on fait plein de choses, sans savoir ce que ça va apporter. Et en définitive, c'est très enrichissant, bien plus que quand on a une démarche qui est une démarche directive en fait. Et donc j'inciterai les gens à donner soit du temps, une journée par jour que font certaines sociétés. Une journée par jour, ça va faire beaucoup. Une journée par mois, ouais. Une journée par mois, ouais. Non mais toi, tu as des jours spéciaux, donc... Ah oui, d'accord, mais bon. Il te reste 16 heures si jamais je te donne une journée. Oui, c'est ça. Bon, ok. Et ainsi de suite, ou de faire comme nous, de créer peut-être un petit labo. Les gens peuvent de temps en temps participer à des projets. Je pense que c'est vraiment important. Nous, ça nous a apporté en fait beaucoup plus que ce qu'on a estimé au départ. On voulait simplement se donner une petite structure facilitante par rapport à notre gros développement, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Oui, vous avez le droit. Vous pouvez. C'est un beau retour d'expérience. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y en a une qui est arrivée par Internet, donc, que je vais relayer. Pas trop difficile. Non, elle n'est pas trop difficile. Ouais. Quand on a des idées à proposer au lab de BrainCube pour améliorer un process, quel est le formulaire B12ZAR à utiliser? Non, c'est B13. C'est B13-ZAR à utiliser. Bon, voilà. Non, c'est simplement de nous contacter. C'est juste contacter, discuter, parler, et puis après, voilà, on enclenche la machine. Mais tout part d'une discussion. Il n'y a pas besoin de formulaire, il n'y a pas besoin de tout ça. On parlerait de formulaire, on serait aux antipodes de ce qu'on vient de vous dire. Vous voyez, on dit c'est un espace de liberté dans lequel il faut oser. Oser, voilà, il n'y a pas de contrainte. Alors, si vous commencez à dire attends, le lundi entre 14h et 16h, tu me remplis tel formulaire, etc. Ça y est, vous avez tué l'idée. Elle n'est pas encore arrivée, vous l'avez pas fêtée. Elle ne peut pas émerger, c'est pas possible. Il y a besoin de cet échange, il y a besoin du regard ou de la discussion. Et de l'instant, quoi, tout simplement. Discuter, sentir les choses. Je dirais, faut en parler à Sébastien, parce qu'il peut choisir de faire ce projet ou pas tout seul, il n'a pas besoin de nous demander. Et nous, on ne fait de suivi que des projets que nous, on lui demande, dont on attend quelque chose, mais sur les autres, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de reporting, il n'y a pas de... il se débrouille avec les gens qui sont en face des projets, quoi. Mais... J'ai compris qu'il y avait une très grande liberté. En revanche, pour toi, Laurent, qu'est-ce que ça représente par rapport à ton activité économique en pourcentage des charges, en pourcentage de chiffre d'affaires? Je ne sais pas, j'ai pas de... On est 150 personnes. En moyenne, ça coûte 2 personnes en moyenne le laboratoire pour l'instant. Et des petits investissements, mais alors c'est le premier client d'Alibaba Express. On fait venir des GPS à 30 centimes, des puces à je sais pas quoi. Dis pas, c'est mes bons plans. Voilà. Donc du coup, en fait, on dépense pas grand-chose si on assume des frais de déplacement quand il y a des choses. Mais voilà. Donc c'est pas beaucoup, hein. Tu vois, ça représente probablement entre à peu près 1%. Je pense que je mets autant d'argent dans le CSE de l'autre côté pour des tickets de cinéma. Donc c'est cet ordre-là de... Voilà. Et la rentabilité, par contre, est phénoménale, alors que c'est pas du tout notre sujet à la base. On a démarré des produits avec Siemens, on a vendu des choses et chères à Michelin, enfin chères, c'est pas avec de la valeur. On a fait des projets pour lesquels on a été payé pour, même si quand on les a engagés,
on n'avait pas du tout discuté d'argent, on a vendu des licences à Lagardère, donc on a une énorme rentabilité. Au final, ça coûte pas, ça rapporte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur se crée parce qu'au départ, il n'y a pas de contrainte. Vous voyez, en fait, c'est parce que du coup, vous avez un espace libre, ben, vous vous exprimez, vous l'exploitez, vous en profitez. Et donc, à la fin, ben oui, évidemment, on vous a laissé courir, gambader dans un pré, etc. Ben, vous vous êtes éclaté. Et comme vous vous êtes éclaté, ce que vous avez produit, ben, ça a de la valeur finalement. On vous aurait mis une contrainte, tu as 2 jours, tu as ci, tu as mis, tu as là, ben, vous aurez toujours été dans la réflexion de ah mais non, je peux pas faire comme ça parce que là j'aurai pas le temps. Ah bah oui mais là, ah mais non, là, ça va pas passer. Ah mais oui mais non, mais si. Et au final, vous tuez votre idée et votre concept. C'est pour ça qu'on n'impose pas les technologies qu'il va choisir, qu'il n'est pas obligé de piocher dans ce qu'on a développé dans BrainCube, il peut aller chercher n'importe quoi. Et si jamais on veut passer dans ce mode-là, ça devient du développement. C'est-à-dire qu'on rentre sur un mode projet plus cadré. Et donc c'est plus chez lui. D'autres questions? J'en ai une. C'est la valeur de ce laboratoire, c'est surtout, elle tient à l'humain, je pense, elle tient surtout à Sébastien. Si vous vouliez en mettre un deuxième, est-ce que c'est un deuxième Sébastien qu'il faudrait, c'est-à-dire ces skills que vous recherchez, ou il faudrait créer une structure qui soit, en gros, quels sont les critères de succès de ce type de lab? Alors on l'a confié à Sébastien, nous, pour une raison vraiment claire, c'est que... Il n'y avait que lui. Non, c'était le patron du développement chez nous, donc il était vraiment dans un mode complètement autre, on pilotait avec du agile et des méthodes, machin truc, du développement standard. Mais Sébastien, depuis le départ, en fait, on avait bien compris qu'il était capable de toucher à tout très rapidement. Il a appris le langage qu'on utilisait qu'il ne connaissait pas en quelques jours quand il arrive dans la société. Il est capable de toucher au réseau. Il est capable de toucher... Et dans sa culture à lui, enfin, quand il n'a pas une machine-outil, il l'a construit chez lui. C'est étonnant. Donc on avait cette personne qui était capable d'avoir peur de rien et de réaliser très rapidement avec des bouts de ficelle ou en investissant. Et c'est ce profil-là qu'on recherchait. Après, il y a Pierre Chevalier qui travaille avec lui, qui est dédié en fait au laboratoire. Pierre, en fait, il a postulé, parce qu'on a ouvert un poste pour Sébastien, et c'est quelqu'un en interne qui a dit, moi, c'est le genre de truc que je veux faire, parce que j'ai envie de bosser sur de la 3D, j'ai envie de bosser sur plein de trucs. Le gars, il faisait du code chez nous depuis quelques années, on le connaissait bien, et il a été attiré par ce genre de mission, donc c'est ce profil-là qu'il faut. C'est-à-dire le gars qui va se dire, je connais pas, mais c'est pas grave, dans 2 jours, je ferai quelque chose avec ça, quoi. Donc effectivement, on ne peut pas choisir tout le monde, mais en fait, les gens ne seraient pas venus quand même travailler là-dedans s'ils veulent quelque chose de plus cadré. Si moi, je devais décrire le profil, je dirais qu'il faut être un enfant curieux dans l'état d'esprit. Non, mais c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de tomber. Il y a des fois, on peut proposer un truc, j'y vais, je vais au charbon et ben non, ça ne marche pas, j'y arrive pas, je ne sais pas, voilà. Et pas le vivre comme une frustration ou autre. Il faut être quelqu'un qui se dit, ah tiens, je ne connais pas, ben, j'y vais et puis je vais apprendre. Je suis une machine à apprendre. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça, je pense. Puis il y a une qualité rare chez certaines personnes, chez certains ingénieurs, hein, c'est cette capacité à résoudre des problèmes parce qu'ils ne se concentrent pas sur les solutions, ils se concentrent sur le problème. Et nous, on voit beaucoup de gens qui arrivent du système éducatif où, en définitive, quand ils ont un problème, ils proposent de la solution sans réfléchir au problème, ils testent la solution et si c'est pas la bonne, ben on attend, on cherche. C'est pas de la résolution de problème. On est assez peu, je trouve, dans notre société aujourd'hui, à encore avoir cette capacité à se dire non, on va se concentrer sur le problème. Et en fait, dans ce laboratoire d'innovation, la solution, on verra plus tard. C'est le problème qui nous est donné au départ qui est important et donc il faut à tout prix bien réfléchir à ce problème pour trouver quelque chose pour décoller. Et donc tout le monde n'est pas capable de faire ça parce que nous on l'assiste assez peu, sauf quand il vient nous demander. Il y a des fois il peut venir en disant on fait quoi, on fait ci. Mais souvent ce qu'il vient demander c'est t'es vraiment sûr que je peux partir 15 jours en tournée avec Jean-Louis Aubert là? Ouais. Ça te dérange pas? Bon bah ok, j'y vais. Trouve-moi une place quoi, c'est ce que je lui réponds quoi. Je vais aller le voir, moi. Je vais aller en bas. Je me suis retrouvé sur la scène à jouer de la guitare de Jean-Louis Aubert aussi. Donc il y a eu des bons moments quand même quoi, mais bon, c'était pas prévu quoi. Voilà. Donc oui, c'est un état d'esprit, problème solver, ouvert à tout, capable d'aller prendre un fer à souder pour faire un truc ou de changer de code 3 fois par jour de langage. C'est vraiment ce type de personnage-là qu'il faut être très ouvert à la techno. L'idée, c'est de se dire pourquoi je pourrais pas. Hein, tu vois, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Voilà. Et la description de l'enfant est intéressante, je trouve. Voilà. À part le truc de se dire je vais échouer. Et on est dans une société qui... Ouh, l'échec, mon Dieu. Voilà. Ah, non, et là, nous, l'innovation, on s'en fout, on y va, on essaye. Et comme tu n'as pas cette contrainte, encore une fois, tu donnes le meilleur de toi. Et comme tu donnes le meilleur de toi, la probabilité du succès, elle est énorme. Voilà, il y a peu de projets où il y a de la pression. Ça peut arriver quand on doit délivrer. Quand vous délivrez pour un spectacle vivant comme Jean-Louis Aubert. Donc c'est pour ça que là, quand il m'a dit il faut que je parte 15 jours ou 3 semaines, vous ne me verrez plus en tournée parce que si ça se plante, ça va être machin truc. On a laissé faire parce qu'il ne fallait pas qu'on rajoute de la pression en disant mais non, mais attends, est-ce qu'ils vont nous payer ou pas?
On n'avait même pas d'accord en fait de Presta au départ. Mais, et puis il y en a quelques-uns quand ils produisent pour nous parfois, mais on essaye d'éviter cette pression justement. C'est-à-dire les délais, les trucs et tout ça, ça ne doit pas être problématique. Mais Voilà. voilà. Limiter les contraintes au maximum. Ça permet d'innover, je pense. Ouais. D'autres questions? Alors, si vous pouvez parler fort pour la retransmission. Merci. Est-ce que vous envisagez de faire grossir peut-être l'équipe, de constituer une vraie équipe technique dans votre lab d'innovation, ou vous pensez que là vous êtes au bon nombre Vas-y. J'ai juste répété la question parce qu'ils n'entendent pas, je me rapproche du micro pour les gens qui sont en ligne. C'est est-ce que vous pensez faire grossir le lab et compléter l'équipe technique, ou alors vous êtes assez nombreux? Eh bien, j'ai envie de vous dire, des idées, il n'en manque pas. Donc, plus on est nombreux, plus on pourra traiter de sujets. Je dois avouer qu'en l'état actuel, avec la crise, avec tout ci, avec tout mis, c'est compliqué aussi d'avoir des visibilités et de se projeter. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas la faire grandir et Elle est marrante et cette envisager. question parce qu'en fait, elle est antinomique de ce qu'on a fait. On n'avait pas prévu de créer le laboratoire innovation, Ouais. on l'a fait comme ça. Et on n'avait pas prévu qu'on ouvrirait un poste. C'est parce qu'un jour Sébastien il est venu, il a dit bon moi j'ai J'arrête. tout ça, oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui fait ça. Et donc on n'a pas de plan. C'est-à-dire si ça se trouve dans 2 ans, il n'y a plus qu'une personne ou ce labo n'existe plus, on est parti à autre chose parce qu'on a notre idée. Si ça se trouve il y aura 5 personnes là-dedans qui feront plein de trucs et on sera confiant que ça va rejaillir d'une façon ou d'une autre sur notre organisation. Donc il n'y a pas de plan. Et d'ailleurs c'est une ligne budgétaire où en fait il le sait pas vraiment, mais on met un peu de base salariale, on met un peu de dépenses, des frais de déplacement et matos, puis on se fait une sorte de package et on se dit bon bah on s'en fout, on fera pas de compte analytique dessus de toute façon. Donc, Voilà. voilà. Tiens, tu vas la multiplier par 10, s'il te plaît. Voilà. Donc non, il n'y a pas de plan, c'est vrai. Mais il n'est pas impossible que ça grandisse. Ouais. Ça sera au besoin en fait quand vous aurez... Ouais, au besoin, où il viendra demander quoi. Et à partir du moment où il crée des choses qui rejaillissent positivement, pourquoi pas quoi. Hein. Dernière question peut-être avec Pierre. Enfin, ouais, s'il y en a d'autres. Vas-y. Est-ce que dans les plutôt pour toi, est-ce que dans les sujets que tu vois arriver, tu as des problématiques autour de la sustainability ou la transition que tu vois arriver d'un point de vue techno, où tu restes encore sur des... Est-ce que c'est émergent? Peut-être que ça l'est pas, j'en sais rien. Pour répéter la question pour le live, c'est est-ce qu'il y a des sujets qui arrivent, des problématiques autour de la transition et du développement durable? Écologique? Ouais, développement durable. Ouais. Ouais. Enfin, Transition écologique. socio-écologique, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a certains sujets. Enfin, c'est pas. Je vais pas te dire qu'il y a une vraie tendance, une vraie mouvance. À la marge, il peut y en avoir effectivement un qui pointe le bout de son nez. Mais j'ai pas vu encore réellement de questionnement. Ouais, tu vois, d'une démarche globale. On a des choses, hein. J'ai eu Suez qui est venu nous chercher parce qu'il voulait instrumenter des bouches d'égout, tu vois, pour mieux traiter les trucs, etc. Moi, on est dans l'écologie et dans le traitement, mais l'efficacité, voilà, dans l'efficacité, c'est très loin. On n'est pas dans cette notion de durable et de transition énergétique. Voilà. Faut qu'on rencontre des gens qui ont des problématiques là-dedans. On nous en retrouvera. Très bien. Je sais pas si... Oui. Allez. Question. Comment, donc il y a plein de projets qui arrivent, et comment tu choisis en fait? Comment j'arbitre? Ouais. Et bien alors, si je me fie à mon instinct qui me dit « Ah ouais, ça va être cool, ça va être pas cool, ça, j'irai nulle part ». Donc la réalité, c'est que je fais juste que ordonnancer. Je prends tout, et pas dans un mode ouais, vas-y, venez, donnez-moi tout. C'est plutôt dans un mode je connais pas, donc je vais être curieux, donc je vais y aller. Voilà. Et même si je connais le sujet, je me dis tiens, je vais quand même y aller. Donc il n'y a pas d'arbitrage. Aujourd'hui, je refuse rien. Et si jamais je devais refuser, je dirais chef, je suis charrette, il faudrait que j'augmente. Ouais. Il y a un arbitrage qui est fait uniquement sur ce que nous on lui demande parce qu'on utilise l'innovation pour tenter quelque chose. Donc là, on a parfois des besoins que ça sorte à un moment donné. Donc c'est là, il vient nous voir, t'es sûr que je fais ça avant ça ou ainsi de suite. Enfin, il nous donne un peu les conséquences que ça pour qu'on voit sur son activité si on n'est pas en train de tout laisser par terre. Et donc il peut avoir, ça a été le cas ces derniers mois, des deep dives complets sur des choses pour nous. Bon. Mais c'est les seuls arbitrages qu'il y a. Après, pour l'instant, les projets, on les a pris. Il y en a beaucoup aussi qui s'émergent, mais qui aboutissent à rien. Ouais. Parce que les gens qui sont les tiers, qui vont fabriquer des appareils et trucs, en fait, ils n'avancent pas dans leur projet.
Donc tu as intérêt à en avoir un paquet qui traîne. T'as un navigateur qui est venu nous voir parce que à l'occasion de la route du Rhum, il voulait qu'on le barde de capteurs pour étudier son sommeil, pour étudier. Bon, ben c'est super, nous on était dedans, mais bon, il n'a pas eu son financement, donc le projet s'est arrêté là. Pas de sponsoring, pas de bateau, Voilà. pas de route du Rhum. Voilà. Bon. Parce que bon, Il dépend des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des projets qui rentrent. Ouais. Faut tester. Adeline. faut tester. En termes de compétences, est-ce que du coup l'équipe c'est uniquement toi et Pierre Ouais. ou est-ce que dans l'entreprise tu peux aller piocher en mode mise à dispo 2 jours un tel parce que Je fais ce que je veux. ou- Non, effectivement, il y a des compétences du X ou de design ou des choses comme ça qui sont voilà. Algorithmie. Ouais, où je reconnais que je suis pas la bonne personne. Donc typiquement, petite messagerie interne. Salut, dis donc, j'ai besoin d'un écran ou deux. Tu pourrais pas me dépanner et voilà. Et les gens sont ravis de venir changer un peu d'air, travailler un peu, hop, et puis. Mais ce qui veut dire que pour eux c'est aussi inscrit dans si Sébastien vient te solliciter, tu seras à dispo. Alors, Ouais, c'est pas formalisé comme ça, mais les autres travaillent pas. On leur donne pas des missions individuelles. Ils sont par équipe autonome de 6, ce qu'on appelle des squads. Et en fait, on donne à ces squads une mission. Et en fait, Sébastien peut venir faire des demandes. ouais, Et en fait, à eux de gérer là-dedans la disponibilité, comment ils assument tout ça. Bon, après, nous, on a la chance de ne pas fournir du logiciel à des clients sur lesquels on s'est engagé comme des projets. Comme on est un éditeur et qu'on développe notre solution et qu'on privilégie la qualité au deadline de sortie, en fait, on peut avoir de la latitude là-dessus. C'est-à-dire décaler d'une semaine la sortie de quelque chose, c'est pas stratégique et c'est pas attaché à une facturation. C'est juste une nouvelle version qui va. Donc il y a ça. Puis il utilise plein de ressources indirectes. Alors, il y a l'UX, il y a des développeurs autour de lui, mais il nous utilise nous aussi ou d'autres personnes pour gérer des contacts, relayer dans la presse, pour faire plein de trucs. Donc en fait, c'est un activateur de différentes ressources à droite et à gauche. On avait des commerciaux venir voir ce qu'ils faisaient aussi sur Paris. Voilà. Donc oui, il y a une. Mais encore une fois, c'est très informel. Voilà. Si jamais il devait pomper quelqu'un pendant plusieurs semaines, il aurait un problème de conflit avec Pierre Collomb, qui gère la partie développement. Et donc, ils en discuteraient. Et puis, soit ça se passe entre eux, soit ils nous demandent ce qu'on en pense. Est-ce que c'est mieux ça? Mais c'est quand même très très rare. Quoi. C'est fait en bon jugement. Oui. Ouais, complètement. Et en bonne intelligence. Quand j'ai besoin d'une ressource, effectivement, je vais voir Pierre, je lui dirai écoute, j'ai besoin d'un UX, est-ce que je peux prendre un UX une journée? Oui. Et après, je vais solliciter le UX en disant écoute, ça t'intéresse de venir bosser avec moi sur ce projet? Je te présente là. Oui, non. Ouais, oui, non. Personne n'a le droit de me dire Et non. si non, tant pis. Voilà, tant pis. Trouver une autre solution. Voilà. On externalise. Ouais, ou je ferai. Mais bon. Ou tu feras. Ouais. En dehors de la valeur créée pour BrainCube, est-ce que vous suivez un peu la valeur que vous créez avec cette innovation chez les clients? Vous avez un retour de ça? Il y a des projets qui ont débouché directement chez les clients. Constellium. Ouais, hein? Constellium, par exemple. Ouais, par exemple. Donc oui, on suit ça parce qu'en fait, nous, à chaque fois que l'innovation sort quelque chose qui part dans notre marché, quelque part, notre ambition, c'est de le généraliser, de le standardiser. Donc après, on va regarder dans quelle offre, est-ce qu'il faut qu'on mette du temps ou pas, parce qu'on va le donner au développement derrière qui va passer du prototype à une version, on va dire, plus industrielle. Et à partir de là, on va prioriser ou pas cette application, si elle a le vent en poupe ou pas. Récemment, il y a 2 ans, on a déstabilisé tout ce qu'on faisait en développement et ralenti en fait des transformations qu'on avait prévues, parce qu'on a des produits qu'on appelle Edge, chez nous, ont émergé par l'innovation. Et on a même détourné des gens de squad, on a créé une squad spéciale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence sur le marché, donc on a tenté le truc à fond. Quoi. Voilà. Donc oui, on monitore assez bien ces choses-là derrière. Là, ce qui nous obsède un petit peu, c'est par exemple ce que tu as parlé sur la vidéo. Ça arrive d'un client américain avec des outils Google assez avancés. Si on en sort quelque chose de bien, on va probablement l'intégrer pour l'offrir aux clients qui ont des problématiques de reconnaissance en temps réel, de défauts sur des produits en continu ou sur la très grande série. Et ça sera une petite corde à notre arc pour dire tiens, ça génère de la donnée qu'on va utiliser dans BrainCube pour optimiser le processus. Et hop, on retombe sur notre pied en faisant ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire de l'IoT matériel. Super. Merci beaucoup. On va conclure. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Et puis, Merci. Donc le prochain Déj Open Inno aura lieu le 11 décembre. Soit en présentiel, Voilà. soit à distance. Soit en distanciel si les conditions le nécessitent. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Super. Peut-être un nouveau café. Ouais. Si vous avez- S'il te plaît. Voilà, c'est fini le tien.